Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Les rendez-vous d'experts. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre participation, toujours plus nombreuse à ces rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment la crise permet de réinventer les pratiques managériales. Alors avant de démarrer, un petit point d'organisation. Nous aurons une session dédiée aux questions-réponses donc à la fin des interventions. Donc tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est dédié sur la droite de votre écran. Nous les traiterons à la fin. Pour animer ce webinaire, deux experts du domaine. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Passera, médecin gériatre de formation, ancien praticien hospitalier, ex-directeur d'EHPAD et ex-directeur médical et qualité. Aujourd'hui, elle fait du conseil, de l'audit et de la formation en management médical, qualité et management des risques. Elle a coécrit un ouvrage « Manager dans le secteur sanitaire et médico-social ». Elle abordera les questions du leadership en période de crise. Bonjour Christine et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Je suis ravie d'être parmi vous et merci de votre confiance. Merci Christine. Nous avons également avec nous David Fritsch, consultant en management des risques chez CHAM. Il est ingénieur sanitaire de formation et il a eu ces derniers temps l'occasion de rencontrer des professionnels pour faire avec eux un retour d'expérience sur cette crise. Et il partagera avec nous, en synthèse, les conséquences sur les aspects management et organisation. Ce webinaire se déroulera en 3 étapes. Nous aborderons tout d'abord les impacts de la crise sur l'organisation et les changements qu'elle a induits, les besoins amplifiés et puis les solutions déployées. Ensuite, nous aborderons les questions de management et de leadership en période de crise. Et enfin, nous terminerons par un témoignage que nous avons enregistré de Madame Valérie Martin de l'EHPAD Villanova, situé en région lyonnaise, un des premiers établissements qui s'est confiné avec le personnel pendant le premier confinement. C'est donc avec David que nous démarrons ce webinaire. David, la parole est à vous. Eh bien, merci Agnès. En effet, oui, cette crise de la Covid-19, c'est une crise qui a touché l'ensemble des secteurs d'activité et tous ont dû faire face à une situation complètement inédite. Et au moment du déconfinement, c'est un grand nombre d'établissements du monde de la santé, du médico-social qui ont été amenés à s'interroger sur leur fonctionnement pendant la période la plus forte de la crise, c'est-à-dire cette période qui couvre les mois de mars à mai 2020. Donc il y a plus d'1 an maintenant. En gestion de crise, comme je préconise, comme je vous le disais Agnès, dans les formations que j'anime, le retour d'expérience, c'est vraiment une démarche qui fait partie intégrante du dispositif de crise. Donc c'est un exercice qui est méthodique et qui se déroule en plusieurs temps, avec pour principal objectif d'identifier toutes les pistes d'amélioration possibles par une analyse structurée, une analyse collective. Et c'est à ce titre que je vais donc en effet vous faire part de quelques éléments récurrents qui ressortent de ces rétextes, et en particulier tout ce qui touche à l'organisation et notamment aussi au management des équipes. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses. En général, ces rétextes sont très, très riches. Alors, ce qui ressort en premier lieu, c'est tout ce qui touche au vécu de cette crise. C'est une sorte, je dirais, d'amplification de certains besoins, comme celui d'une collaboration plus proche des équipes, une collaboration interdisciplinaire, une nécessité de fonctionner de façon décloisonnée, avec beaucoup moins de clivage, et puis un management également beaucoup plus proche des équipes. C'est des nouveaux modes d'interaction qui ont contribué, et ça c'est un effet plutôt bénéfique à une meilleure connaissance de la pratique des autres, entre les différents professionnels, entre les différents métiers. Donc de nouveaux liens se sont créés, beaucoup ont nettement observé une certaine amélioration de la cohésion du groupe, une amélioration également au niveau de tout ce qui peut être partage de connaissances, partage de compétences. Et on dit souvent, d'ailleurs, que c'est dans l'adversité qu'on devient plus fort. C'est aussi un des effets intéressants de cette crise. On le verra d'ailleurs, je pense, avec le témoignage de Madame Martin et de l'organisation assez originale qui a été mise en œuvre dans son établissement. C'est-à-dire que face au sentiment de stress, au sentiment d'urgence, la cohésion et la solidarité se renforcent et on se pose moins de questions, on fait le travail, voilà. Et même pour ceux dont une partie de l'équipe est passée en télétravail, ça n'a en rien diminué l'efficacité du travail, souvent au contraire d'ailleurs. Et concernant les professionnels qui étaient obligés de rester à distance, c'est surtout le besoin de garder le contact qui s'est fait sentir, de partager aussi des préoccupations, de s'inquiéter du bien-être de chacun, prendre des nouvelles du terrain.
et aussi pour éviter l'isolement. David, justement, au sujet de l'isolement, on a tous entendu que beaucoup de salariés en télétravail se plaignaient du manque de relations avec leurs collègues. Que nous enseignent les retours d'expérience à ce sujet? Eh bien, en effet, face à ces problèmes d'éloignement, les barrières de distanciation, les pratiques ont dû nécessairement se réinventer. Les professionnels ont eu besoin de se retrouver, de recréer du lien social entre collègues. Et les réunions sont transformées en visioconférence, comme on est en train de le faire un petit peu aujourd'hui, et on le fait tous. Les pauses café, il n'y en a plus, donc elles se sont dématérialisées et sont devenues virtuelles. Donc on se réinvente via des groupes WhatsApp, par exemple. Donc les rétextes qui sont souvent très riches, comme je l'ai dit, ils nous apprennent beaucoup sur nos capacités d'adaptation et de réactivité. Et face à une situation qu'on n'a jamais vécue, il faut aussi savoir réagir, être proactif et aussi réfléchir, je dirais, à la moins mauvaise façon de faire face à un problème. Et à défaut de solution, souvent dans les situations difficiles, c'est le système D qui a été mis à contribution pour transformer les process, pour évoluer, trouver de nouvelles façons de travailler, par exemple, comment prioriser le travail, à réfléchir à de nouveaux circuits, à l'adaptation des locaux aussi, des nouvelles procédures, des nouveaux horaires aménagés, plus de flexibilité, des emplois du temps également modifiés. Et puis, parmi, je dirais, les solutions qui ont été déployées, celles qui ont été le plus appréciées, bien sûr, sont celles, en tout cas pour ceux qui ont pu en bénéficier, les situations de renfort en personnel. Ça a été très apprécié. Au même titre, les solutions qui visent à favoriser tout ce qui est bien-être à la fois physique et mental, comme les groupes de parole en collectif, ou encore tout ce qui est soutien psychologique, la mise à disposition d'une hotline d'écoute, les séances d'hypnose, de méditation pleine conscience. Et alors, c'est des sujets qu'on a déjà évoqués lors du précédent webinaire, pour ceux qui l'ont suivi. Et je rappellerai d'ailleurs à cette occasion que CHAM propose plusieurs services, plusieurs programmes de ce genre, comme le module résilience. On en avait parlé. Et David, j'ai encore une question. Parmi les éléments portant sur l'organisation et sur le management en particulier, quelles pourraient être les bonnes pratiques à retenir et surtout à pérenniser? Alors, parmi les changements qu'il faudrait conserver de ces transformations, il y a un grand nombre de professionnels qui optent sur le déploiement de plus de téléconférences, parce qu'on y voit des gains directs. C'est moins de déplacements, donc ça veut dire des économies à la fois en temps mais également en coût. Et puis, il y a d'autres valeurs aussi que les professionnels aimeraient pouvoir maintenir, c'est tout ce qui a trait à la solidarité, à l'entraide, au partage d'informations, je disais, les partages de compétences, de connaissances. Alors, des valeurs qui existaient, bien évidemment, avant la crise, mais qui ont été amplifiées dans ce moment difficile. Certains ont mis en place aussi de nouveaux rituels de communication, comme par exemple des points flash d'échange tous les matins, qui vont contribuer en fait à une meilleure communication, une façon participative dans la transparence. Et il y a beaucoup de questions également dans ces rétextes qui portent sur l'amélioration des pratiques, notamment en matière d'hygiène. Et ça, c'est pas une anecdote, c'est réel. La désinfection des mains, notamment, essentiellement, surtout avec une prise de conscience de tout ce qu'elles peuvent véhiculer. Et puis surtout, la volonté de limiter le risque de transmission du virus. Alors, ce qui a marqué les esprits aussi, c'est la rapidité des prises de décision. Alors, le fonctionnement en mode cellule de crise, qui est particulier, oblige en effet à adopter des circuits qui sont beaucoup plus courts. Et globalement, c'est quelque chose qui a été largement constaté, puis surtout très apprécié. Voilà, donc les bonnes pratiques à développer, elles consistent, et ce n'est pas une surprise, à développer encore plus les actions de communication en interne. On a constamment besoin de communiquer dans nos métiers, dans vos métiers. Mais en période de crise, je dirais qu'on en a encore plus besoin. La mobilisation de l'encadrement sur la communication, c'est quelque chose d'indispensable. En relais notamment de tout ce qui peut être message de communication institutionnel. Les managers, l'encadrement doivent communiquer, y compris quand ils ne savent pas. Je pense que ça, c'est important. Même s'ils n'ont pas toutes les réponses, en tout cas, il ne faut pas laisser une place au vide, parce que ça, c'est générateur d'un stress supplémentaire et on n'en a pas besoin. Les encadrants doivent vraiment veiller à assurer un lien aussi en continu avec les professionnels qui sont mobilisés
par la crise, et puis ceux qui le sont moins. Donc, rassurer également sur la bonne gestion de la situation, rassurer sur la sécurité, sur les conditions de travail. Et puis surtout, je dirais, pour maintenir de la cohésion et de l'engagement, le rôle des cadres, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et pendant cette période de crise qu'on vit encore, donc beaucoup en ont pris conscience, et je pense que l'intervention d'ailleurs qui va suivre, sous l'angle du leadership, va nous le confirmer. La crise du Covid va nécessairement faire évoluer les pratiques de management, ou en tout cas accélérer des changements qui étaient déjà en cours. Très bien, merci beaucoup David de cet éclairage très intéressant. Et en effet, maintenant, nous allons aborder la question du manager leader en période de crise. Christine, la parole est à vous. Merci beaucoup Agnès. Écoutez, je suis ravie de partager sur ce sujet avec vous, qui va bien dans la continuité de ce qu'a évoqué David et qui fait aussi, va faire écho, je pense, pour beaucoup d'entre vous, à ce que vous avez vécu pendant cette période. En effet, cette crise, et particulièrement cette crise Covid, vous a fait évoluer dans un univers qui a explosé. Tout votre univers de référence a explosé. La fulgurance de la crise il y a un an, cette crise qui est aussi sur une cinétique lente aujourd'hui parce qu'on voit que ça n'est pas fini, finalement, ça nous a propulsés dans une galaxie complètement inconnue, qui dure, mais c'est aussi l'opportunité de se questionner. Et David l'a dit, les rétextes dans ce sens-là sont importants. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on vous met en tant que dirigeant dans une situation de faire confiance à des experts sanitaires qui eux-mêmes avancent pas à pas et évoluent en monde inconnu. Donc ça, c'est déjà compliqué. Vous devez faire confiance à des personnes qui elles-mêmes ne savent pas. Vous avez un état-major qui est national ou régional qui vous délivre énormément d'informations, de conduites à tenir, qui sont parfois contradictoires, ambivalentes ou autres. Et avec ça, vous devez faire face à vos collaborateurs qui peuvent être en stress par rapport à ça et vous êtes impuissant parfois à gérer ce stress. C'est la raison pour laquelle, effectivement, David vous a évoqué certains points qui peuvent aider vos collaborateurs dans ce cas de figure. Toutefois, c'était un monde que vous ne connaissiez pas. Mais en même temps, il a été porteur d'opportunités et il l'est encore puisque, comme on vous l'a dit et vous le savez, c'est que c'est le moment de voir émerger sur le terrain certainement des réponses à des faiblesses que vous pouviez avoir dans votre organisation, des faiblesses un petit peu systémiques, et puis des leaderships, le vôtre, qui s'est renforcé en tant que manager, mais aussi celui de vos collaborateurs. Parce que finalement, manager, c'est quoi? Manager, c'est faire tourner le ménage ou faire tourner le manège. On entend bien cette notion de fluidité, mais c'est aussi, surtout, gérer des aléas, c'est-à-dire en permanence, et ça, vous l'avez vécu et vous le vivez encore, ajuster une demande à une réalité. Et là, pour le coup, ça a été vraiment le cas pendant toute l'année 2020 et ça va l'être encore sur l'année 2021. C'est ça. Christine, j'ai une question. Oui, alors, c'est quoi la différence fondamentale entre un manager et un leader? Alors, la différence fondamentale, ça, pour le coup, je crois que chacun a sa définition. Certains y voient une logique de résultat atteint, certains y voient une logique d'inspiration. Moi, j'ai une façon très simple de dire les choses. Un manager est promu par la hiérarchie et un leader prend sa place naturellement par une sorte de charisme qui peut se bâtir sur des qualités, des compétences, un savoir-être, une forme d'incarnation peut-être d'un établissement lorsqu'on est au top management, mais aussi, pourquoi pas, une forme d'incarnation d'une action ou d'action dans un contexte particulier. Et on va voir tout à l'heure que tout ça, effectivement, est quelque chose qu'on peut retirer de la crise. Alors justement, c'est intéressant de voir que cette crise, elle vous a fait passer quelque part du management au leadership. Par nature, je ne dis pas que vous n'étiez pas leader au préalable, je dis juste que ça a accentué un peu le trait. Finalement, être manager, hier, c'était planifier, organiser, diriger, contrôler. Voilà, c'était quelque chose qui rentrait dans cette dynamique-là. On ne parlait pas de ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'empowerment, qui est quand même un mot anglo-saxon, mais qui veut dire qu'aujourd'hui, on attend du manager pour qu'il devienne leader, qu'il donne de l'énergie à ses collaborateurs, qu'il les soutienne, qu'il les encourage. Et c'est ce que vous avez fait pendant cette crise Covid. Comment ne pas activer ces qualités-là, ces aptitudes-là, pour entourer une équipe qui elle-même était en difficulté sur le terrain. Donc, vous l'avez fait, vous savez le faire. Et vous avez communiqué. David l'a très bien dit. La communication, c'est
effectivement être en capacité d'accueillir ce que les personnes vont vous renvoyer lorsque vous délivrez un message. C'est différent de l'information, où l'information, c'est quelque chose qui descend, très descendant, dans lequel on n'attend pas un retour. Là, vous avez dû communiquer de façon évidente pour donner du sens aux actions, toujours plus donner du sens. Donc, ça rejoint bien ce que le sociologue Peter Drucker a très bien formalisé, c'est-à-dire un manager leader, c'est quelqu'un qui fixe des objectifs, c'est quelqu'un qui organise le travail pour y arriver. Vous avez fait ça en permanence pendant la crise, réorganiser toujours, motiver le personnel pour y arriver, c'est-à-dire utiliser leur énergie, vraiment leur énergie, pour avancer vers ces objectifs, communiquer donc, toujours encore une fois, ce mot que l'on retrouve avec vos collaborateurs, les former, bien sûr. Vous avez passé votre temps à former sur les mesures barrières et demain, vous les formerez peut-être sur autre chose. En tout cas, vous avez aussi fait quelque chose qui confine vraiment aux leaders, c'est mesurer la performance. Et les rétextes vous ont aidé à ça. C'est-à-dire, je retire avec mon équipe tous les facteurs clés de succès de ce que nous avons réalisé ensemble dans une période difficile. Et ça détermine un socle, un style de management qui est partagé et c'est en ça qu'on glisse vers le leadership, qu'on glisse vraiment vers ce côté très appuyé du leadership plus que le manager. Pourquoi? Parce que pendant cette crise, et vous continuerez demain, c'est dans un cadre défini, vous avez pu donner de l'autonomie à vos collaborateurs, les responsabiliser, encourager leur initiative, puisque finalement, toutes ces mesures qu'il était nécessaire de mettre en place, vous les avez livrées aussi à l'équipe de façon à ce qu'elle s'en saisisse et à ce qu'elle puisse les rendre utiles, efficaces, pertinentes sur le terrain. Ça s'appelle l'agilité, la flexibilité, ça s'appelle comme on veut. En tout cas, c'est vraiment cette capacité de passer du manager au coach, c'est-à-dire je fédère tout le monde, je prends en compte tous les éléments qui me sont donnés pour planifier une autre organisation. Et David vous l'a dit, et vous le verrez aussi dans le témoignage de Madame Martin, ce qui compte dans cette affaire, c'est que finalement, tout ce qui a été amené par l'équipe est en train de donner une nouvelle offre de service. Vous marketez aujourd'hui une nouvelle offre de service qui vous sera utile demain, qui va amener un avenir à votre établissement d'une autre façon. Vous avez réorganisé le travail, peut-être glissé certains éléments du soin qui se faisaient le matin à l'après-midi, changer votre mode de fonctionnement sur l'animation. Tout ça, c'est une nouvelle offre de service, c'est du marketing sur lequel vous pourrez capitaliser. Parce que finalement, être leader, c'est aussi amener de la performance. Et cette performance, vous l'amenez parce que vous utilisez la connaissance du terrain. Vous faites ce que Norbert Alter, le sociologue, appelle l'innovation ordinaire. C'est-à-dire que non pas comme peut-être vous pourriez être tenté de le faire, c'est délivrer une information très descendante à partir d'une idée que vous portez en tant que leader, que manager. Non, un leader livre l'idée à l'équipe et accepte que l'équipe l'ajuste, la remette en fonctionnement en fonction de sa réalité de terrain. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui va rentrer de façon pérenne dans des pratiques et qui va devenir de l'innovation ordinaire. Donc, c'est ce que vous avez appris à faire pendant la crise et c'est ce qui vous restera après la crise. Et puis, David l'a dit, vous avez appris aussi à mettre en place un processus décisionnel rapide. Il a fallu, dans les cellules de crise, décider rapidement, mais peut-être aussi parfois prendre des décisions en ajustement mutuel avec certains de vos collaborateurs pour gagner en efficacité et permettre de continuer à prendre en charge les résidents de la meilleure des façons possibles. Ça, c'est un élément important. Très bien. Merci, Christine. J'ai de nouveau une petite question. Donc, grâce à cette crise, je suis passée du manager au leader. Oui, sans Alors, aucun doute. Ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est comment je reste leader après la crise. Sur quoi peut-on s'appuyer pour rester un leader? Eh bien, c'est très intéressant que vous posiez cette question, Agnès, parce qu'effectivement, il s'est fait jour, on l'a vu, un certain nombre d'éléments qui ont fait passer vous-même en tant que manager et certainement peut-être certains de vos collaborateurs du manager au leader. Eh bien, pour rester un leader, je pense que c'est une approche que je trouve intéressante en tout cas et que je vais vous livrer, c'est de dire je vais devenir un leader animateur. C'est-à-dire, je vais donner une âme à l'après, parce que animer, ça veut dire donner une âme. Et cette crise, elle vous a permis
de donner une âme, une nouvelle âme à votre établissement et de la porter. Alors ça veut dire que du coup, je deviens un manager très visionnaire et je vais encourager la créativité. Vous avez aujourd'hui, je vous l'ai dit, marketé une nouvelle offre de service. Donc, vous pouvez porter cette image attrayante de l'avenir avec vos collaborateurs, avec lesquels vous allez pouvoir relever des défis. Et vous allez les relever ensemble, des défis, parce que justement, vous avez su communiquer pendant cette crise, vous avez su animer, vous êtes sorti d'une position très descendante parfois, avec à cette position ascendante, avec une liberté de parole des salariés qui vous ont renvoyé des informations, qui vous ont renvoyé des bonnes idées, à qui vous avez avec qui vous avez appliqué une intelligence émotionnelle, vous avez accueilli les choses, vous avez avancé ensemble. Donc tout ça fait un terreau très fertile pour finalement garder un optimisme, un enthousiasme et se dire je suis devenu un manager, je suis devenu un leader parce qu'aussi maintenant j'ai montré que j'étais au service de l'équipe. Donc je suis là pour les aider à réussir, je suis là et je crée cet enthousiasme dans l'optimisme. Et comme en plus j'ai montré que je pouvais susciter la confiance puisque nous avons surmonté des problèmes ensemble, nous avons pris des risques ensemble avec un certain succès. Donc, je vais rester ce leader qui va être celui qui aide à surmonter les problèmes, qui suscite la confiance, qui assume les problèmes aussi quand ils arrivent. Et ça, c'est un élément très important qui va m'amener vers cet aspect très important du leader intègre, exemplaire, qui vraiment imprime l'éthique, qui vraiment porte les valeurs et a un sens de l'équité. Et là où c'est très productif, on va dire, là où c'est le vrai terreau fertile de l'avenir, c'est que vous avez renforcé votre leadership et vous avez amené certains de vos collaborateurs à le faire aussi. Et ces collaborateurs-là sont là aussi pour vous apporter des éléments pour que demain, vous ayez tous un peu plus de leadership pour pouvoir asseoir votre établissement vers une nouvelle dynamique. Et ça, on va voir que c'est extrêmement décrit aussi dans le témoignage de Madame Martin. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Christine, de cette belle intervention inspirante. Alors, pour aller plus loin, je vous conseille la 2e édition du livre coécrit par Christine Passera, intitulé « Manager dans le secteur sanitaire et médico-social ». Alors, ce livre traduit et adapte pour les pharmaciens, médecins et cadres de santé spécifiquement tous les outils de management enseignés dans les écoles de management. Donc, à se procurer très vite dans toutes les bonnes librairies en ligne. Christine a une autre obligation professionnelle, malheureusement, et ne peut donc pas rester plus longtemps avec nous. Bien évidemment, si vous souhaitez lui adresser des questions, profitez-en, posez-les donc dans l'espace dédié. Une réponse écrite vous sera apportée en accompagnement, en fait, du replay. Voilà, merci beaucoup encore, Christine. Merci à vous et au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, Christine. Pour terminer, nous avons donc enregistré le témoignage de Madame Valérie Martin, donc directrice de l'EHPAD Villanova, qui se trouve à Corba, en région lyonnaise. Ce fut un des premiers établissements donc, où le personnel s'est auto-confiné avec les résidents pendant la quasi-totalité du confinement. C'est un très beau témoignage plein d'humanité et d'humilité que je vous invite à découvrir tout de suite. Valérie Martin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à venir témoigner pendant notre webinaire « Crise sanitaire, comment réinventer les pratiques managériales ». Pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter votre établissement en quelques mots. Oui, merci beaucoup. Valérie Martin, je suis directrice de l'établissement Villanova. C'est un EHPAD qui accueille 108 résidents, dont 2 en hébergement temporaire. Et nous avons 67 équivalents temps plein, ce qui fait à peu près une moyenne de 100 à 110 bulletins de paye par mois. Très bien. Donc, vous avez été l'un des premiers établissements où le personnel est resté confiné avec les résidents pendant 47 jours. Donc là, la question que l'on se pose, c'est comment a été prise la décision, d'où est venue d'ailleurs en fait cette prise de conscience et donc la décision à prendre de devoir rester confiné avec les résidents. Quel retour pouvez-vous nous en faire ?
Alors, ça s'est passé déjà à partir de janvier, quand on commençait à découvrir la ville chinoise, parce que je ne la connaissais pas avant, où on voyait effectivement cette maladie qui se développait et qui touchait essentiellement les personnes fragiles et personnes âgées. Voilà. Donc, comme beaucoup de personnes, on a suivi ça au niveau des actualités. Et lorsque ce virus est arrivé au niveau de l'Italie, là, vraiment, je me suis projetée en disant, mais l'Italie, c'est à côté. Donc, si ça arrive chez nous, comment faire, comment agir, comment protéger les résidents, le personnel et puis également nos propres familles. La décision a été prise le 15 mars 2020, alors que j'étais dans mon jardin, je me rappelle, il faisait beau. J'ai compris, j'ai saisi toute l'importance d'être libre de ces mouvements et de pouvoir, sans demander l'autorisation, de vaquer à nos occupations, jardin, cuisine, salon, enfin voilà. Et je me suis dit que là, par rapport aux résidents, on ne pouvait pas leur ôter les temps de restauration collective, les temps d'animation collective, tout simplement parce qu'il y a cette menace mortelle qui s'appelle le coronavirus. Donc, il fallait vraiment que je trouve une solution pour les protéger. Et cette solution, ça a été de me priver de ma liberté pour préserver la leur. Très bien. Et donc, ça a été en fait une décision après collective suivie par les collaborateurs de l'EHPAD de façon volontaire et j'ai envie de dire certainement de très bon cœur, quoi. Comme toute décision, si nous la souhaitons réaliser avec bienveillance, le collectif a toute son importance. Toute seule, je n'aurais rien pu faire. C'est pour ça que tout d'abord, j'ai demandé l'autorisation au président de l'Association chrétienne de services aux handicapés, qui est mon patron, pour savoir si mon idée était recevable, soutenable aussi par rapport aux membres de l'association. Oui. Donc, j'avais beaucoup plus de questions que de réponses. Là-dessus, tout le monde m'a dit « Ok Valérie, vas-y, on te suit ». Le lundi matin, j'ai pu, lors de la réunion avec les cadres, leur exposer cette idée d'enfermement de personnes volontaires pour préserver la liberté des résidents. Elles m'ont tout de suite suivie. Elles ont trouvé que c'était vraiment quelque chose de fort, de beau et que pour elles, en tant que personnel soignant aussi, c'était quelque chose qui vibrait en elles. Donc, le lundi, mais après-midi, on a fait le tour des salariés en disant bien que c'était du volontariat, pas du bénévolat, qu'elles pouvaient, elles, parce que souvent c'est la majorité féminine, qu'elles pouvaient sortir de l'établissement comme elles le souhaitaient si vraiment la collectivité ou on va dire le rythme de travail était trop dense ou s'il y avait un problème extérieur personnel, voilà. Donc, le lundi au soir, on était 29 personnes volontaires pour rentrer mercredi 18 mars 2020 à 6h45 et en sortir le 4 mai, mais ça, on ne le savait pas encore. C'est très beau. On n'aurait pas signé. Et alors, quels sont les impacts de la crise sanitaire au niveau de l'organisation de votre structure? Alors, il faut partir du principe, déjà, il faut se remémorer mars 2020. On ne connaissait rien, on n'avait pas de matériel, les personnes étaient vraiment confinées chez elles. C'était quand même vraiment le chaos social, rupture du lien, les personnes en télétravail, les enfants qui n'avaient plus école, etc. Donc, c'était assez particulier. À partir de ce constat, on savait que rien n'était normal. Donc, toute notre organisation qui était sur du papier à musique, on va dire type d'un établissement, avec des horaires, avec des personnes, des plans de soins, etc. Tout ça, ça allait voler en éclats dès le premier jour du confinement. Pour organiser le travail toute la journée, puisqu'on était là toute la journée, on a priorisé la prise en soin des personnes les moins nécessiteuses le matin,
Oui. Par contre, les personnes qui avaient vraiment besoin de soins adaptés, soins fin de vie, etc., bah, toutes ces personnes-là étaient planifiées pour l'après-midi. Alors que d'habitude, bah, c'est tout le matin, vite, 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 parce que l'après-midi, c'est l'animation, parce que, enfin voilà, c'était plus du tout la même cadence et les mêmes objectifs de résultats, puisque, en fait, la grande différence, c'est que quand on quittait notre travail, on savait qu'on ne laissait rien à la collègue, puisque, en fait, on se laissait tout à nous, puisque le lendemain, c'était nous qui le faisions. Donc, c'était beaucoup plus fluide, même au niveau des transmissions, etc. Très bien. Et donc, c'est ce que vous allez garder, en fait, post-crise comme changement, ou est-ce qu'il y a d'autres changements positifs que vous dites on va absolument les garder sur du long terme? Alors, quand nous sommes sortis donc, du confinement, nous avons perduré cette habitude de décloisonner les salariés par rapport aux prises en soin des résidents. Sauf que la Covid a trouvé le chemin de Villanova. Et là, ça a éclaté notre nouvelle organisation et on est revenu dans le mécanisme fonctionnel type d'un EHPAD à les Covid, fermé. Et là, donc, du coup, on est revenu par la sectorisation pour éviter justement que les salariés aillent d'une allée contaminée à une autre allée. On respecte les procédures maintenant. Qu'est-ce qui a modifié pour votre organisation? Au niveau de l'organisation, elle est double. Positive parce que on a appris à se connaître, on a appris à travailler différemment, on a éclaté les organisations type fiche de poste, horaire et secteur. Là, il n'y avait plus du tout de secteur, il n'y avait plus d'horaire non plus d'ailleurs, parce que la priorité, c'était le prendre soin du résident, donc, et puis également ménager et équilibrer tout au long de la journée la charge de travail qui était très, très importante. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté qui a été le plus difficile à vivre et puis à anticiper et à accompagner, ça a été le cloisonnement entre les personnes volontaires pour le confinement et les personnes qui n'ont pas pu être confinées et qui sont rentrées donc progressivement tout au long de ce confinement. Donc nous, on n'était pas masqués, eux, ils étaient masqués, ils arrivaient le matin, ils repartaient le soir. Et ça a été très dur pour eux parce que justement, dans cette organisation, ils étaient perdus. Parce que même si on les accompagnait, on est quand même formaté à travailler avec une fiche de poste, une fiche horaire, en disant « mais je vais où ?» Tu vas dans cette allée-là, et puis tu t'occupes de Madame X, Madame Y, le plan de soins, etc. Là, ce n'était pas le cas. Donc, il y a eu beaucoup de réunions de crise, beaucoup de réunions où le matin, on remodifiait quelques petites choses essentielles pour la journée. Donc, on demandait vraiment une flexibilité et une adaptabilité intense de la part de tout le monde. Et pour certaines, c'était quand même assez compliqué. D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot pour conclure sur votre expérience, sur ce vécu en fait, et donc de cette réinvention entre guillemets de vos pratiques managériales pendant cette crise sanitaire. Durant ces 47 jours, on a pu voir que l'homme a des ressources et des richesses énormes. J'ai pu constater en qualité de directrice que lorsque l'on demande à ses collaborateurs, que ce soit cadres ou personnes de terrain, c'est elles qui connaissent l'établissement, c'est pas moi derrière mon bureau. Donc, il faut vraiment prendre en compte leurs paroles, et parce que c'est elles qui aussi vont se sentir portées dans la décision finale d'une organisation, et c'est elles aussi qui ont la clé de la réussite. Voilà. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Martin. Merci encore pour votre témoignage. Bonne continuation. Moi aussi. Merci pour tout. Au revoir.
un très beau moment, un très beau témoignage et je remercie encore vivement Madame Martin de son temps et surtout de sa bonne humeur contagieuse. Pendant ce confinement et afin de maintenir le lien avec les familles, avec l'extérieur, elle a tenu une page Facebook sur laquelle elle relayait en fait les quotidiens. Il y a eu tant de pépites qu'un partage s'est vite imposé en fait comme la meilleure reconnaissance pour toutes les personnes de cette aventure humaine. Ainsi donc est né Moi Villanova. Ce livre, c'est vraiment l'établissement qui parle. C'est un bon moyen de découvrir le fonctionnement d'une maison de retraite associative. C'est vraiment l'ouverture d'une porte de la maison de retraite en fait au grand public. Donc je ne peux que vous inviter à le lire et à l'offrir. Également disponible dans toutes les grandes librairies en ligne. Voilà, nous en avons fini avec les interventions. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Alors, la première question que nous avons eue, on va croire que c'est grâce à la Covid qu'un manager leader a évolué. Ne croyez-vous pas que c'est tout simplement le cheminement normal pour un cadre ? À tenir un tel discours, on va remercier le virus d'être arrivé. David, que pouvez-vous répondre ? Alors, effectivement, ça pourrait paraître surprenant de se dire il faudrait remercier le virus de faire évoluer les pratiques, mais je l'ai dit déjà dans mes propos, ça n'a fait qu'accélérer en fait une évolution dans le management, et ça c'est valable dans toute situation de crise, quelle qu'elle soit. Bon, là, il se trouve en l'occurrence que c'est une crise pandémique, mais on le voit même, et on en avait parlé lors du précédent webinaire, la définition en idéogramme chinois de la crise, c'est danger et opportunité. Donc moi, j'ai toujours plutôt tendance à voir l'opportunité dans une crise, et là, on a quelque chose à saisir et faire évoluer les pratiques, et plutôt dans le bon sens. Donc je pense que l'évolution est en cours, elle s'est accélérée. Alors certes, on peut dire un petit merci au virus, même si c'est quand même une situation effectivement souvent difficile et parfois dramatique. Très bien, merci David. Quelle solution d'accompagnement CHAM propose ? Ah, ça, je suis passé assez rapidement sur tout ce qu'on peut proposer en fait en accompagnement, et on a commencé en fait à réfléchir dès la survenue de la crise à ce que nous pouvons proposer en termes de services. Et on l'avait présenté le mois dernier. Il y a ce fameux module sur la résilience, qui mélange un petit peu à la fois de l'accompagnement, du coaching. C'est un petit peu sous forme d'e-learning. Donc ça mène un petit peu toutes les formations un petit peu distancielles qu'on est en train de développer et de déployer dans les structures. On a également dans notre catalogue des propositions de formation sur tout ce qui touche au management. Et il faut savoir qu'en fait, nos intervenants sont tous dotés d'une expérience du secteur médico-social ou sanitaire. Et c'est vraiment des formations qui sont adaptées à leur situation. Donc et à chaque fois, on peut faire, je dirais, du sur-mesure. C'est selon les besoins. Très bien. Merci. Une autre question. Dans cette situation de crise, comment organiser un rétex efficace avec l'encadrement ? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais l'encadrement, effectivement, il est indispensable de l'intégrer. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est mêler des entretiens individuels et des entretiens collectifs. Parce qu'en collectif, tout le monde n'a pas forcément l'envie de s'exprimer de la même façon qu'en tête-à-tête. Alors que le tête-à-tête, je dirais, les langues se délient plus facilement, et on peut vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus proche du terrain. Parfait. Une autre question. Comment faut-il faire pour bénéficier des groupes résilience CHAM ? Il suffit de nous contacter, je dirais, pour voilà, vous allez sur notre site internet, vous aurez toutes les informations pour savoir déjà le détail du programme, à qui ça s'adresse, et puis comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Voilà. Et puis après, accès en fait évidemment à un formulaire de contact pour avoir de plus amples renseignements et avoir un interlocuteur commercial dédié pour vous répondre. Très bien. J'ai encore une question. Les résidents et leurs familles ont-ils été interrogés sur ce confinement volontaire des personnels ? Alors, mais oui, c'est vrai que ça serait plutôt Madame Martin de répondre à cette question. C'est vrai. Et alors, je pense que si vous vous procurez le livre,
Vous aurez certainement toutes les réponses dans le livre de Madame Martin, Moi Villanova, puisque ça a vraiment été, j'ai envie de dire, ce retour d'expérience, ce vécu du quotidien relaté de façon, je pense, très humaine, avec encore beaucoup d'humilité. Donc, je pense que toutes les réponses se trouvent dans le livre. Voilà, on a fait le tour des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. En tout cas, vous recevrez très prochainement le replay pour pouvoir en fait de nouveau le visualiser et revenir sur chacun des propos. Merci beaucoup David. Merci à tous encore de votre participation et on vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. Au revoir.